Chapitre 15 Alter ego. Citation de Marcel Proust. Il y a dans notre âme des choses auxquelles nous ne savons pas combien nous tenons. Ou bien si nous vivons sans elles, c'est parce que nous remettons de jour en jour, par peur d'échouer ou de souffrir, d'entrer en leur possession. Mesdames, Messieurs, notre avion va bientôt commencer sa descente vers San Francisco. Veuillez attacher votre ceinture et relever le dossier de votre fauteuil. Encore abasourdi par ce qu'il venait de lire, Martin resta sourd aux appels du chef de cabine. Ce prénom, cette date de naissance. La tête plongée dans son dossier, les mains moites et le cœur battant, il se hâta, fébrile, de terminer la lecture du compte-rendu du procès. Un procès au bout duquel Archibald avait été condamné à 10 ans d'emprisonnement pour avoir grièvement blessé le docteur Alister. La photocopie de son dossier d'incarcération au pénitencier de Saint-Quentin mentionnait quelques bagarres qui l'avaient privé d'une remise de peine, ainsi qu'une présence assidue à la bibliothèque et aux cours d'histoire de l'art dispensés par un professeur bénévole de Stanford. Mais le plus surprenant était qu'en prison, Archibald n'avait pas reçu la moindre visite. Aucun ami pour lui dire « Tiens bon », aucun parent pour lui donner des nouvelles de la famille, personne pour lui présenter sa fille. Puis on avait perdu sa trace dans la foulée de son évasion en novembre 1981. Joseph et Blackwell s'étaient volatilisés sans laisser d'adresse pour devenir Archibald McLean, le roi des voleurs. Martin examina le dernier feuillet, une photocopie récente en date de la veille. Sans doute une enquête complémentaire sommaire, effectuée dans l'urgence par les fédéraux et agrémentée d'une photo qu'il espérait et redoutait à la fois. Celle d'une jeune femme au visage fuyant, lunettes de soleil sur le nez, au volant d'une Ford Mustang couleur rouge baiser. Une jeune femme aux cheveux longs et lisses, dont il n'avait jamais oublié les yeux verts brillant sous la pluie. Une jeune femme qui, à la fin d'un été, lui avait demandé « Reste encore ?» Pour cacher son trouble, il tourna la tête vers le hublot. Par-delà les montagnes arides, il devina la côte californienne, les rouleaux du Pacifique et la baie de San Francisco. Il devina aussi qu'Archibald et lui avaient en commun le même amour manqué. Il devina surtout que sa traque d'Archibald représentait beaucoup plus que l'arrestation d'un criminel. C'était une enquête sur lui-même, une vraie thérapie, pas de celle que l'on suit, le cul posé sur le divan d'un psy, mais une confrontation avec son passé, ses peurs enfouies et les zones les moins avouables de sa personnalité. Il fallut moins d'une demi-seconde à Archibald pour crocheter la serrure de la maison sur pilotis dans laquelle vivait Gabriel. Il y entra avec le sentiment de pénétrer dans un sanctuaire, et l'émotion le saisit brutalement comme un animal qui vous saute à la gorge. C'est dans cette maison flottante qu'il s'était réveillé 33 ans plus tôt à côté de Valentine, ce matin maudit de décembre qui avait précipité leur vie dans le cauchemar. Il avança prudemment à l'intérieur. Un parfum d'encens flottait dans l'air. La maison était vide mais pleine de souvenirs. Il reconnut au premier coup d'œil les meubles en bois cérusé qu'ils avaient repeints tous les deux, la petite armoire achetée à un bon prix à la brocante de Carmel, le miroir en pied récupéré dans un dépôt-vente à Monterey. Une brise légère s'engouffra par la porte restée ouverte, faisant onduler les rideaux vaporeux qui filtraient la lumière. Puis il entra dans la cuisine où des bribes du passé refirent douloureusement surface. Déjeuners en amoureux, préparation de sa fameuse recette de pâte au pesto, le plat préféré de Valentine, verres de vin qui s'entrechoquent, éclats de rire, bouches qui se trouvent et se retrouvent.
Pour lutter contre ces images remontées du passé, il ouvrit le robinet de l'évier et se passa un peu d'eau sur le visage. 2 jours plus tôt, le cancer qui rongeait son pancréas l'affaiblissait au point de ne plus pouvoir faire le moindre effort. Aujourd'hui, il se sentait étonnamment mieux. Administrés à haute dose, les antalgiques faisaient leur effet, l'aidant à contenir la maladie et lui offrant une rémission de courte durée, mais qui lui laisserait peut-être le temps de parler à Gabriel pour la dernière fois. Une dernière fois, qui serait aussi la première. En prison, le chagrin avait failli le rendre fou, et il avait toujours refusé de reconnaître sa paternité. On avait confié Gabriel à sa grand-mère, une Française un peu fantasque, mariée à un viticulteur de Sonoma Valley. Une fois évadé de Saint-Quentin, au début des années 1980, il s'était discrètement renseigné sur sa fille pour apprendre qu'on lui avait raconté que son père était mort dans un accident d'escalade bien avant sa naissance, que sa famille habitait en Écosse et que l'Écosse, c'était loin. Les choses étaient peut-être mieux ainsi, après tout. Pourtant, il n'avait pu s'empêcher d'aller l'attendre à la sortie de l'école pour la voir au moins une fois. Il l'avait regardée de loin, et ce qu'il avait éprouvé l'avait rempli d'effroi. Il en voulait à cet enfant. Il lui en voulait terriblement de lui avoir arraché la femme qu'il aimait. C'était injuste et irrationnel, mais il ne pouvait rien contre ce ressentiment. Alors il avait choisi de disparaître, et il savait parfaitement comment il fallait s'y prendre. Prison de Saint-Quentin, octobre 1977. « Et tu as réussi à leur échapper ?»« Comme je te le dis, petit gars, mais en ce temps-là, j'avais pas encore les poumons bousillés. » Assis sur leurs couchettes respectives, Archibald et son codétenu, Ewan Campbell, discutaient à bâtons rompus de leur passé. Ou plutôt c'était Campbell qui racontait, Archibald se contentant le plus souvent d'écouter. Les 2 hommes partageaient la même cellule depuis quelques mois. Après des débuts un peu difficiles, une véritable complicité s'était installée entre eux, renforcée par leur origine écossaise commune. Campbell purgeait une peine de plusieurs années pour vol de tableau. Avec sa gouaille communicative, il était parvenu à dérider Archibald, qui, depuis son incarcération, avait sombré dans une profonde dépression. Aujourd'hui, avec tous les systèmes de sécurité, tu n'aurais pas pu t'en sortir, renchérit Archibald en faisant une moue. Détrompe-toi. Les gens pensent que dès qu'une mouche se pose sur un tableau, une vingtaine de flics débarquent avec les gyrophares. Ça, c'est dans les films. La réalité est différente. Crois-moi, tous les musées du monde peuvent encore être cambriolés. Il suffit de connaître les failles. Et toi, tu les connais, ces failles? J'en connais pas mal. Ouais, j'en connais pas mal. Le vieil homme afficha un petit air satisfait, puis ajouta à l'intention d'Archibald. Tu veux apprendre quelques ficelles? Archibald secoua lentement la tête et répondit en ricanant. Je ne tiens pas à finir ma vie comme toi. Puis, pour bien montrer que la conversation était close, il s'allongea sur sa couchette et reprit la lecture de son roman. Le Comte de Monte-Cristo d'Alexandre Dumas. Mais son compagnon refusa de baisser les bras. On en reparlera, petit gars, on en reparlera. C'est ainsi qu'au fil des mois, Ewan Campbell lui avait enseigné tout ce qu'il savait de la cambriole avant de mourir en prison, victime d'un cancer du poumon. Au moment de changer de vie, Archibald décida de mettre à profit ce qu'il avait appris et d'endosser en partie la personnalité de son professeur. Exit Joseph Archibald Blackwell, bienvenue Archibald MacLean. Par la suite, ce personnage de prince des voleurs l'avait obligé à être toujours sur ses gardes, à mener une vie de fugitif, à multiplier les identités, les planques et les coups d'éclat. Une gymnastique, aussi bien physique qu'intellectuelle, qu'il avait maintenue en vie
en l'empêchant de trop s'appesantir sur les remords et les regrets. Ça avait marché un temps. Puis il avait compris que cette obstination à nier l'existence de sa fille ne correspondait pas à ce que Valentine aurait voulu. Dans ces nuits de plus en plus courtes, il était désormais toujours réveillé par le même cauchemar qui se terminait par ce cri. « C'est une petite fille, tu sais, j'en suis sûre. Tu l'aimeras, hein, Archie, tu l'aimeras » Comme un appel venu d'ailleurs pour lui indiquer un chemin. Alors, le jour du 15e anniversaire de Gabriel, il s'était décidé à reprendre contact pour lui dire la vérité et pour s'expliquer. Mais s'il en avait la volonté, il n'en avait pas le courage, car il avait autant honte de son comportement qu'il ne savait pas comment justifier, que peur de la réaction de sa fille. Si la gamine ressemblait à sa mère, elle devait avoir un sacré caractère, et quelque chose lui disait qu'elle ne l'accueillerait pas dans sa vie les bras ouverts. Pour ne pas repartir bredouille, sans avoir échangé quelques mots avec elle, il n'avait trouvé qu'un moyen, le travestissement. 23 décembre 1990. Ce chauffeur de taxi qui l'a conduit à l'aéroport, c'est lui. 23 décembre 1991. Ce vieux monsieur excentrique avec qui elle reste coincée dans l'ascenseur d'un centre commercial, c'est lui. 23 décembre 1992. Ce sans-abri gouailleur qui joue du saxo sur Market Street et à qui elle a donné $1, c'est lui. 23 décembre 1993. Ce fleuriste qui vient lui livrer 1001 roses de la part d'un admirateur secret, encore lui. Lui, présent, mais incognito, à chacun de ses anniversaires qui sont autant de réminiscences funestes pour lui. À chaque tête-à-tête, il se dit que cette fois est la bonne, que le temps des mensonges et des déguisements est révolu. Mais chaque fois il renonce. Pourtant, ses rencontres furtives avec Gabriel ont révélé des sentiments paternels qu'il ne croyait pas posséder. Inquiet, il se décide à engager un détective privé pour être tenu au courant de la vie quotidienne de sa fille. Une démarche ni morale, ni parfaitement honnête, mais le seul moyen efficace pour lui permettre de jouer dans l'ombre son rôle d'ange gardien tutélaire. Un découvert à la banque? Un petit ami trop violent? Un trou dans la comptabilité? Des frais médicaux inattendus? Il résout et anticipe tous les problèmes. C'est mieux que rien, mais tellement insuffisant. À présent qu'il savait que la maladie ne lui laissait plus le choix, et en un sens, ça simplifiait les choses. Archibald ouvrit le frigo et décapsula une Corona. Sa bière à la main, il déambula dans le salon, inspectant chaque bibelot, découvrant avec curiosité les livres qu'elle lisait, les films qu'elle aimait. Elle avait oublié son BlackBerry, en train de se recharger sur un compotier. Il manipula l'appareil et consulta sans vergogne ses mails et ses SMS. Des messages pas très subtils, de type rencontré dans des soirées, des invitations à boire un verre, des plans cul qui ne disaient pas leur nom. Pourquoi Gabrielle laissait-elle son numéro à tous ces minables? Sur l'étagère, il n'y avait que 2 cadres. La première photo, il la connaissait parce que c'est lui qui l'avait prise. Le sourire de Valentine éclaboussé par les vagues sur les rochers du cap d'Antibes lors de leurs vacances en France. Le second cliché était celui d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, Martin Beaumont, lors de l'été 1995. Martin Beaumont qui le traquait depuis des années. Martin Beaumont avec qui il s'était amusé au jeu du chat et de la souris, et qu'il faisait suivre depuis des mois. Archibald chaussa ses lunettes pour regarder le cadre plus attentivement. Il avait déjà vu des dizaines de photos de Martin,
Mais celle-ci était différente. Ce visage lui rappelait un autre visage. Le visage d'un homme désarmé et qui n'avait pas peur de l'être. Le visage d'un homme qui regardait le sourire bienveillant d'une femme. Le visage d'un homme qui aimait pour la première fois. Par réflexe, il déboîta le cadre. Derrière l'image, une feuille pliée en 4 tomba sur le parquet. Archibald la ramassa et la déplia. C'était une lettre datée du 26 août 1995 qui commençait par ces mots. Cher Gabriel, je voulais simplement te dire que je repars demain en France. Simplement te dire que rien n'aura plus compté pour moi pendant mon séjour californien que les quelques moments passés ensemble. Perplexe, il resta debout un long moment à lire et à relire cette déclaration. Lorsqu'il reposa le cadre sur l'étagère, il fixa le portrait de Martin dans les yeux et lui lança comme un défi. « On va voir ce que tu as vraiment dans le ventre, petit gars. »